présenter. Donc oui, mon nom, c'est Nathalie Niemeyer. Donc, je suis conseillère formatrice à l'École des entrepreneurs. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu quelques éléments importants sur lesquels j'aimerais que vous portiez réflexion en lien avec la gestion du cash flow. Fait que je vais commencer tout de suite par partager mon écran, ma petite présentation PowerPoint. Je peux quand même vous dire que le challenge aujourd'hui de vous présenter ça en 45 minutes, c'est un énorme challenge. Donc, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures, surtout que c'est un sujet d'actualité et surtout parce que c'est un sujet de très, très grande importance aussi. De liquidité, pas de liquidité, c'est difficile de gérer une entreprise. Alors, on va commencer. Voilà un petit peu l'ordre du jour de la journée. Comme vous voyez un petit peu ici, j'ai choisi les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ici, jaune, vert, bleu et mauve. J'ai lié le bleu et l'indigo ensemble et j'ai laissé le rouge et l'orange plus pour les couleurs de l'école. Pourquoi? Pour faire un clin d'œil à ce qu'on vit présentement, puis aussi pour que vous puissiez suivre facilement. Donc, si on est rendu dans la section qui est en bleu, vous allez savoir qu'il reste juste une dernière section avant la fin. Alors, c'est une petite façon que j'ai trouvée pour me suivre. Écoutez, budget de caisse, un exemple. Pensez pas qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Si tout va bien, on aura un 4-5 minutes à la fin. J'ai presque envie de dire que je crois au Père Noël là, en nous disant qu'on va avoir le temps de passer du temps là-dessus. Au Père Noël, mais finalement, il faudrait que je dise que je crois à la fée des dents ces temps-ci. C'est peut-être plus d'actualité. Donc, ça va être un challenge d'essayer de rentrer toutes ces notions-là en si peu de temps et de voir un petit peu un exemple pratique. Là. Donc, attendez-vous pas à ce qu'on passe beaucoup de temps sur la dernière partie. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, moi, je suis aussi entrepreneur. J'ai une entreprise aussi qui est encore, que je chapeaute aussi parallèlement. Donc, je comprends ce que vous vivez aussi. C'est pour ça aussi que je pense que le fait que vous soyez à l'école des entrepreneurs, ça nous permet de vous donner de la théorie au niveau du cash flow tout en l'adaptant aussi à la vraie vie, là, que ce ne soit pas juste de la théorie, puis que ça soit vraiment plus concret pour tout le monde. Alors, mon but aujourd'hui, c'est vraiment vous faciliter un petit peu la vie, vous donner vraiment envie de vous occuper de vos liquidités parce que c'est important. C'est évident aussi là, que ce que je donne aujourd'hui comme contenu, c'est difficile de pouvoir s'assurer que ça cadre un peu avec tous vos besoins parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont avoir de grandes connaissances au niveau des liquidités, puis d'autres qui en sont à leur début ou qui ont peut-être quelqu'un d'autre qui le fait pour eux. Et puis que pour eux, c'est plus important de commencer par le début. D'où l'idée, après, de vous parler de l'importance du budget, de vous parler un petit peu de revenir sur quelques notions de base pour qu'on soit plus au même niveau pour ici aborder le thème principal qui est pourquoi on manque de liquidité, quelles sont les principales raisons, puis comment je vais faire pour remédier à tout ça. Alors, allez vous chercher un crayon puis un calepin parce que je vais vous faire travailler. C'est pas vrai que moi, je vais m'asseoir ici devant en fait, un écran où j'ai l'impression de parler à moi-même, puis que vous allez regarder, vous allez rester assise tranquillo sans travailler aussi. Fait qu'on va être tous en train de travailler. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que celles qui écoutent en différé, n'hésitez pas d'appuyer sur pause parce que, comme je vous ai dit, j'ai voulu vous rentrer beaucoup de contenu en peu de temps. Donc, j'ai trouvé une façon pour pouvoir le faire sans que ça soit trop lourd aussi durant cette présentation-là. Donc, le pause va être très, 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 très efficace. Alors, sur ce, commençons. Donc, l'importance du budget de caisse, écoutez, si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous ne le ferez pas. Donc, ça, c'est la partie plus entrepreneur en moi, la partie entrepreneur en moi qui vous parle. Moi, je sais très bien que si je n'ai pas compris pourquoi c'est important de faire quelque chose, je n'y mettrai pas de temps. Puis, on sait que le temps, c'est précieux. Comme entrepreneur, on a beaucoup de chats à fouetter, surtout ces temps-ci. Donc, c'est important que vous compreniez. Donc, je vais vraiment passer ici, prendre un 5, même s'il faut prendre un 10 minutes là-dessus pour que vous saisissiez l'importance de cette activité-là. Alors, un petit clin d'œil ici, ça prend de l'argent pour faire de l'argent, mais écoutez, encore une autre raison pour poursuivre savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos liquidités dans votre entreprise, parce que si vous n'avez pas de liquidité, vous ne pourrez pas faire d'argent. Donc, quand même, le but d'avoir une entreprise, c'est quand même de générer au moins assez de revenus ou assez de profits là, ou de liquidité pour pouvoir au moins payer son salaire.
Alors, voyez-vous, je vous en ai mis plein parce que j'aimerais ça qu'à la fin là, de ces 2-3 minutes où ce qu'on aura passé à travers ces points-là, que vous ayez peut-être pris en note celles qui viennent vous chercher le plus. Euh, alors, mon budget de caisse, moi, pour mes entreprises, elles sont faites sur Excel et en haut, j'ai toujours la mission de mon entreprise parce que c'est vraiment important de toujours lier les opérations avec sa mission. Donc, des fois, avec le temps, on perd de vue notre mission ou elle change, ou nos opérations changent, bifurquent, puis on n'est plus aligné. Donc, le fait de l'avoir sur le même chiffrier Excel, ça nous ramène toujours vers notre but, vers notre mission. Évidemment, bien, ça nous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de notre entreprise. Oui, ça permet d'assurer la rentabilité ou surtout la pérennité. Là, tout à l'heure, on va voir la différence un petit peu entre les deux. Mais ça nous permet aussi de comprendre l'interaction de différents postes, puis de voir aussi l'impact que ça peut avoir sur les variations entre le réel et le budget. Alors, par exemple, donc si j'ai mis, je ne sais pas moi, un budget pour faire la publicité sur les médias sociaux, est-ce qu'il y a un lien avec mes ventes? Donc, est-ce que moi, j'investis, je ne sais pas, 1 000 $ par mois, mais qu'il n'y a pas d'effet sur mes ventes, mais avec un budget de caisse, on va voir cette interaction-là. Puis souvent, on va se rendre compte que peut-être que non, ou peut-être que d'autres choses ont une interaction, que peut-être la qualité de notre équipe de travail, elle a plus d'impact. Donc, on va pouvoir savoir où on va travailler, où est-ce qu'il faut vraiment mettre l'emphase pour pouvoir s'assurer de la rentabilité de notre entreprise. Évidemment, un peu comme les états financiers, un budget de caisse, ça va nous permettre aussi de suivre les indicateurs de performance ou ce qu'on appelle en anglais communément les KPI ou d'autres ratios là, qui sont importants de suivre. Alors, quoi d'autre vous dire? Bien, écoutez, une autre parenthèse aussi au niveau de la vue d'ensemble d'entreprise. On sait qu'il y a des entreprises qui sont plus, je vous dirais, saisonnières ou cycliques. Alors, on ne peut pas juste regarder la semaine qui suit, regarder son compte en banque et dire « Ah, j'ai 10 000 $, la vie est belle », alors qu'on a une entreprise qui est cyclique, puis peut-être qu'on est au début d'un 2 ou 3 mois où est-ce qu'on a moins de revenus ou pas du tout dans un certain cas. Pour finir, notre capacité à anticiper, notre agilité à prévoir, un autre point vraiment important aussi, c'est ça aussi qui fait la force d'un entrepreneur. Vous le vivez peut-être présentement avec la crise dans laquelle on est. Notre agilité à prévoir, elle est vraiment importante. Donc, si on l'a peaufiné, qu'on a pris le temps de nous faire confiance à notre capacité d'anticiper parce qu'on a eu l'expérience du passé, bien, on se trouve vraiment dans un état d'âme beaucoup plus fort, beaucoup plus stable pour pouvoir voir pour la suite. Négocier de meilleures ententes. Alors ça, vous allez voir, je vais en parler et réen parler, donc vous allez peut-être fatigué de m'entendre parler du mot négocier. C'est vraiment important. On ne négocie pas assez nos ententes ou nos coûts, peu importe. Juste une parenthèse comme ça. Une année, mon associé et moi, on s'est assis ensemble. En fait, mon associé, c'est aussi mon conjoint, le père de mes 3 enfants, puis on s'est dit, nous, ça nous tente de partir en vacances à Bali, let's go, la grosse vacance. Mais on devait générer plus de fonds cette année-là pour pouvoir se permettre d'aller en vacances. Puis on a pris nos états financiers, puis on a négocié plusieurs coûts, là, comme par exemple, un qui est quand même assez facile, souvent, là, les frais de crédit ou des coûts de transport. On a négocié 10 éléments, puis ça nous a permis de générer assez de liquidités pour pouvoir partir en vacances. Alors, voyez-vous, ça a quand même beaucoup d'impact lorsqu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on connaît un petit peu nos revenus, nos dépenses, puis qu'on les maîtrise un peu plus. Alors oui, ça nous permet de prendre de meilleures décisions, évidemment, les risques plus calculés. Gérer nos peurs aussi, notre stress. Hein? Donc, si on ne sait pas où on s'en va, ça peut être stressant. Donc, si on a fait notre budget de caisse et qu'on sait que nos liquidités sont là, sont au rendez-vous pour payer nos salaires ou nos besoins essentiels, ou toutes nos dépenses, en fait, à ce moment-là, on peut vraiment se concentrer, tout notre esprit peut être concentré sur nos activités sans avoir à stresser. Puis le contraire aussi, si on fait notre budget de caisse et qu'on se rend compte, je ne sais pas, moi, au mois de septembre, on va manquer de liquidité pour X ou Y raison. À ce moment-là, on a du temps pour réagir puis se préparer un petit peu mieux à cette éventualité-là. Alors, tout ça pour vous dire qu'évidemment, ça va aussi nous aider à nous motiver dans nos actions et ça permet de visualiser. Alors, tout ça, ce sont vraiment 1001 bonnes idées pour laquelle je vous invite vraiment à suivre votre budget de caisse. Petite parenthèse comme ça aussi, avec la crise du COVID, ça change vite, alors tout en plus être à l'aise à ce niveau-là. Vous allez voir, tout au long de la rencontre, il va y avoir un petit diapositive comme ça.
qui va nous permettre un petit peu de retenir, de voir un peu les points importants à retenir. Puis aussi, vous allez avoir les actions qui vous sont proposées, d'où là votre calepin et votre crayon. Donc, prenez des notes sur ce que vous allez faire après ce webinaire-là. Donc, l'idée, c'est pas de m'écouter parler pendant 1 heure, puis après ça, de pas rien en faire. L'idée, c'est de retenir quelques idées que vous allez pouvoir travailler par la suite. Alors, pourquoi donc, en fait, dans les actions proposées ici, c'est pourquoi la gestion est-elle importante pour vous. Donc, dans les points mentionnés plus haut, c'est rappelez-vous, écrivez-le sur un post-it ou quoi que ce soit, mais c'est important de vous en rappeler. Et puis aussi, j'aimerais savoir avec vous comment vous pouvez vous assurer aussi d'être constant, parce que c'est bien beau de le faire demain matin, s'asseoir, de le faire très, très beau, le mettre au bout du jour, puis qu'après ça, vous ne le regardiez pas. Qu'est-ce qui va faire que vous allez le faire? Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que faites-le pas à pas. Mettez-vous pas trop de pression pour que ça soit parfait dans le contenu. Vous allez apprendre en le faisant. Vous allez vous ajuster au fur et à mesure. Et pas trop d'objectifs irréalistes parce que ça va vous allez avoir envie d'abandonner. Puis aussi, peut-être, allouez-vous un temps vraiment précis à votre agenda. Dites-vous un petit peu comme lundi matin à 10 heures, j'ai 1/2 heure, c'est ma routine, c'est pour suivre mon cash flow ou à tous les jours ou peu importe. Ces temps-ci, j'ai presque envie de vous dire à tous les jours parce que les annonces là, du gouvernement changent notre point de vue assez rapidement. Et peut-être aussi que vous allez avoir quelqu'un qui va vous rentrer certains chiffres puis que vous allez faire juste l'analyse. Donc, voyez-vous, c'est toutes sortes de petits points. Donc, comment vous allez vous assurer là, pour qu'il y ait une constance aussi au niveau du suivi. Alors, quelques notions de base. Écoutez, au niveau du lexique, là, vous allez voir, là, on utilise souvent plusieurs termes, puis lorsque je donne mes ateliers, des fois, les gens sont un petit peu mêlés entre c'est quoi la différence entre la gestion du cash flow, la gestion des liquidités, la gestion de caisse, la gestion de l'argent, la gestion des flux de trésorerie. Écoutez, rapidement, à part le mot trésorerie, là, qui est plus l'ensemble des mécanismes qui permettent à l'entreprise de pouvoir prévoir et gérer son argent, là, ça veut pas mal dire la même chose. Donc, on ne va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Cette gestion-là, ça nous permet d'assurer les liquidités d'une entreprise et sa solvabilité. Alors, c'est pas mal interchangeable. Donc, là, vous allez dire des états financiers. Donc, on parlait de budget de caisse, puis finalement, je vous présente les états financiers. Bien, en fait, tout est relié. Et puis, c'est aussi pour pouvoir s'assurer qu'au niveau de nos notions, elles sont communes. Donc, peut-être que des termes avec lesquels vous êtes moins à l'aise. Donc, ça va me permettre là, de faire aussi peut-être un petit rappel pour certaines d'entre vous. Donc, les états financiers, ça comprend vraiment 5 éléments. Donc, vous avez ici l'état des résultats. Donc, c'est assez, on le connaît quand même assez bien. Donc, c'est le revenu moins nos dépenses qui donne notre bénéfice ici. Puis, vous avez aussi l'état des bénéfices non répartis, qu'on appelle aussi l'état des variations des capitaux propres, souvent. Donc, c'est un peu plus détaillé que ce qu'on a ici présentement. Voilà pour l'état des bénéfices non répartis. Et puis, vous avez le bilan. Le bilan, qui est cette fameuse photo. On va y revenir plus en détail tantôt pour comprendre un petit peu là, la différence entre la colonne de droite et la colonne de gauche. Donc, c'est vraiment une photo à un moment donné donc, de votre entreprise ou ça peut être même de notre bilan personnel. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'au niveau du bilan, la somme de tous nos actifs ici est égale à la somme du passif, donc passif à court terme et passif à long terme, et la somme des capitaux propres. Un capitaux propre, c'est un drôle de nom, hein, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas très, très clair. Je vais revenir aussi là-dessus pour y aller plus en détail. Alors, vous avez vu ici un petit peu, en fait, que tout est interrelié. Donc, entre l'état des résultats, les BNR et les bilans, tout est relié. Donc, ici, les bénéfices s'additionnent ici au BNR du début, dans l'état des BNR, et puis par la suite, les BNR de la fin d'un exercice en particulier, ici, viennent s'illustrer ici dans la somme de nos capitaux propres. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique. Il y a deux autres items ou deux autres états aussi qui font partie aussi des états financiers dont on ne parle pas maintenant, mais juste pour votre information. Il y a l'état des flux de trésorerie, puis aussi les notes aux états financiers là, qui font aussi concrètement partie des états financiers.
Alors, juste pour votre information, souvent, je me fais demander c'est quoi CMV. Donc, c'est tout simplement le coût des marchandises vendues. Pour certaines d'entre vous, vous n'aurez peut-être pas ça parce que vous êtes vous êtes, je ne sais pas moi, vous vendez du service, donc ça ne s'appellera pas comme ça. Donc, vous avez dans une entreprise de prestation de services. Alors, voilà pour les états financiers. Ce qui est important aussi de comprendre au niveau des états financiers par rapport à un budget de caisse qu'on va voir plus tard, c'est comment c'est comptabilisé tout ça. Alors, les revenus ici, on voit dans nos états de résultats qui sont dans une période donnée, c'est vraiment les revenus, la vente elle est enregistrée seulement quand le service est rendu ou que le produit est livré. Alors, donc, dans le fond, pour vous donner un exemple, si par exemple, vous avez signé un contrat pour un service qui va avoir lieu au mois de septembre, puis que vous avez eu l'argent aujourd'hui, bien, ce n'est pas considéré encore comme une vente. Okay? Donc, vous n'avez pas encore rendu le service. Donc, vous avez reçu l'argent, mais vous n'avez pas effectué de vente encore. L'autre côté, l'autre exemple peut être bon aussi. Alors, vous pourriez avoir vendu un produit, donc votre vente a été enregistrée. Par contre, c'est possible que vous n'ayez pas reçu l'argent pour vous payer pour cette vente-là. OK? Donc, à ce moment-là, oui, votre vente serait enregistrée dans vos revenus parce que la vente, elle a eu lieu. Par contre, ça ne veut pas dire que votre encaisse ici a été augmentée. Donc, c'est possible que vous n'ayez pas été payé encore. Alors, ça ici, là, la façon dont on comptabilise un petit peu nos ventes dans l'état des résultats, ça suit un principe qui s'appelle le principe de rapprochement ou en anglais, on l'appelle communément de matching principle. Donc ça veut dire qu'on va essayer de, j'aime pas le terme anglophone, mais je trouve que ça illustre bien. Là. Donc le vrai terme, ça serait de rapprocher. Donc c'est vraiment important de rapprocher les dépenses en lien avec les ventes ou de les matcher. Donc les dépenses que vous allez avoir ici vont être en lien avec les ventes que vous allez enregistrer ici. Donc, pourquoi je vous fais la différence? Tout simplement parce que si on ne comprend pas qu'il y a deux types de comptabilité, il y a la comptabilité par exercice, comme on vient de voir ici au niveau de nos états financiers, et il y a la comptabilité de caisse qu'on va voir plus lorsqu'on va faire notre budget de caisse. Puis là, vous allez vous dire, mais coudonc, pourquoi on fait deux types de comptabilité? C'est déjà assez compliqué d'en suivre une. Là, vous m'en demandez d'en suivre une autre. Ouais, vous allez peut-être avoir envie de prendre une grande respiration puis vous dire dans quoi je me suis embarquée. Bien, tout simplement, en fait, que ces deux comptabilités-là vont vous permettre de comprendre différentes choses ou de suivre différents éléments. La comptabilité par exercice, comme on a vu, donc les ventes, les coûts directs, moins les dépenses d'opération, vous donne un bénéfice. Donc, ça vous êtes en mesure de valider si votre entreprise, elle est rentable ou non. Ça ne veut pas dire que vous avez reçu l'argent de vos ventes, mais au moins, elle est rentable. OK? Alors, pourquoi on fait un budget de caisse? Bien, justement, parce qu'on veut savoir si on a assez d'argent pour payer ce qu'on a besoin de payer. Parce que à la fin de la semaine, si vous n'êtes pas en mesure de payer vos employés, puis vous dites à vos employés, mais oui, faites-toi pas, là, moi, je suis archi rentable, là, je vais te payer. Ben, tu sais, je ne suis pas sûre qu'il va dire olé, il va peut-être pas partir puis être bien, bien content. Donc, c'est vraiment important de comprendre que vous devez aussi suivre vos liquidités. Et en fait aussi, parce que si vous suivez juste vos liquidités, par exemple, vous ne seriez pas en mesure de faire non plus de comparaison d'un mois à l'autre. Donc, vous ne pourriez pas dire, par exemple, en janvier 2020, j'ai plus d'argent dans mon compte en banque qu'en janvier 2019. Ça ne veut pas vraiment nécessairement dire que vous êtes rentable ou que vous avez augmenté votre rentabilité. Vous avez peut-être encaissé un vieux compte à recevoir, puis tout d'un coup, vous avez un gros montant d'argent dans votre compte en banque. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez effectué des ventes qui sont rentables ou que vos ventes ont augmenté, que votre bénéfice brut est meilleur que celui de l'année passée. Alors, vraiment, les deux sont vraiment importants de suivre. Alors, en résumé, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important de comprendre entre les deux types de comptabilité, c'est qu'on peut être rentable et pas avoir de liquidité. Donc, on a compris ça. Donc, on peut vendre sans avoir reçu l'argent, avoir perçu des encaissements en lien avec cette vente-là. Et le contraire, on peut avoir des liquidités et ne pas être rentable. Là, vous allez vous dire comment ça se fait, ça. En fait, j'ai rajouté ici du moins un certain temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir eu un emprunt au début, puis c'est une des raisons pour lesquelles souvent on peut prendre de mauvaises décisions en début d'entreprise. On a beaucoup d'argent, on a eu un prêt. Alors maintenant, ici, il y a des gens aussi qui sont allés chercher certains prêts qui sont fournis par le gouvernement ou garantis par le gouvernement.
Et puis là, tout d'un coup, on a l'impression d'être riche, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est rentable. Moi, j'ai vu des entreprises pouvoir en fait survivre pendant 3, même 4 années, stabilité, mais parce qu'ils avaient des liquidités. Donc, c'est presque plus important d'avoir des liquidités que d'être rentable. Bémol, la rentabilité à long terme aussi est très, très importante. Donc, ici, comme je le dis, le manque de liquidité est l'une des principales causes de faillite. Je vous l'ai expliqué. Si vous n'avez pas d'argent pour payer vos fournisseurs, ils n'attendront pas vitam aeternam, même si vous êtes rentable. Alors, on va passer tout de suite à la partie principale ici, qui est vraiment pour quelles raisons on manque de liquidité. Alors, vous les avez ici rapidement. On est dans la section bleue, donc rappelez-vous, là, il reste juste la section mauve, là, violette, pardon, où on va vraiment faire un exemple sur un chiffrier Excel en espérant avoir un petit peu de temps. Donc, des raisons, il y en a plusieurs. Je vous les ai regroupées sous 6 catégories. Ça ne veut pas dire que j'ai pensé à tout ce qui était possible, mais je pense qu'on a pas mal une bonne idée là, de tout ce qui est possible de toutes les erreurs qu'on peut faire pour manquer de liquidité. Donc, la première, c'est la marge brute qui est inappropriée. Alors, on en a parlé tantôt de la marge brute quand je vous ai parlé des coûts des marchandises vendues, mais on y reviendra. L'encaisse de départ est insuffisante, le ratio d'endettement est inadéquat, on a surestimé les ventes ou sous-estimé ou omis certaines dépenses, donc un ou l'autre, ou un et l'autre, encore pire. Ou alors, on a une certaine incompétence ou on manque d'expérience en gestion. Alors, encore une fois, je vous ai facilité les choses. Donc, on va suivre l'acronyme MERCI avec un 2S au lieu d'un C. Encore là, pour vous permettre de suivre un petit peu le fil là, de la discussion aujourd'hui. Alors, je vais juste valider, voir s'il n'y a pas de petites questions dans le chat. Bon, pour l'instant, tout est beau. Alors, on va continuer. Quoi vous dire? Je vais juste relire mes notes pour voir si je vous ai tout dit. Un petit point avant de poursuivre, c'est que lorsqu'on manque de liquidité, ça peut être à l'occasion être très, très, très temporaire parce que, bon, on a fait une grosse vente le mois dernier, puis on sait que dans quelques jours, la personne ou l'entreprise va nous payer. Donc, on n'est pas trop stressé. Par contre, lorsqu'on manque de liquidité tout le temps, puis qu'on est tout le temps essoufflé, puis qu'on est tout le temps à se dire, mon Dieu, qui je vais payer en premier, par où je vais commencer, bien là, à ce moment-là, on peut comprendre que c'est un problème plus récurrent, puis il va falloir s'arrêter puis voir de où exactement vient notre problématique. Alors, voilà pour ça. La marge brute inappropriée, bien, on va commencer par voir c'est quoi un petit peu une marge brute. On en a parlé tantôt, ce sont les ventes moins le coût des marchandises vendues. Donc, CMV, c'est pour le coût des marchandises vendues. Alors, le coût des marchandises vendues, c'est quoi? C'est vraiment si vous êtes une entreprise de fabrication, par exemple, c'est vraiment vos coûts directs qui sont associés à la fabrication du produit. Donc, par exemple, vos matières premières, votre main-d'œuvre, ou même l'amortissement sur une machine vraiment dédiée à produire ce produit-là. Donc, ça c'est le coût des marchandises vendues pour une entreprise en fabrication. Par contre, lorsque c'est une entreprise, je ne sais pas moi, de service, bien à ce moment-là, ça va être vraiment le coût de vos services rendus ou pour une entreprise dans le vente de détail aussi le coût de vos marchandises vendues, donc de produits que vous avez vendus. Pourquoi c'est important cette marge brute-là? Bien, parce que si on n'a pas assez d'argent pour payer nos autres dépenses, comme nos dépenses, nos frais d'administration, nos IMO, nos frais de vente, etc., nos salaires, bien, ça ne va pas bien. Donc, c'est vraiment important ici de bien commencer à générer une marge brute qui est assez intéressante pour pouvoir supporter le reste des dépenses de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui est important de suivre ici au niveau de la marge brute inappropriée? Encore une fois, le même modèle ici, qui va par contre, cette fois-ci, se joindre avec une autre diapositive. Vous voyez ici où il y a beaucoup de contenu que je vais voir rapidement. Mais ici, j'ai résumé l'important de ce que vous devez retenir au niveau de la marge brute. Donc, le premier point, c'est qu'on la perd de vue très, 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 très rapidement. Alors, c'est quelque chose qu'on calcule au début, quand on fait notre plan d'affaires, quand on fait notre plan de commercialisation, puis après ça, on l'oublie. Pourquoi? Bien, écoutez, on est tous un peu pareils. Des fois, on a envie de faire une vente, pousser la vente, puis là, on offre un rabais, par exemple. On dit, ben, je vais te donner 5 ou 10 pour vraiment concrétiser la vente, pour ne pas la perdre. Alors, on a souvent ce réflexe de faire ça. Une autre raison pour laquelle aussi on peut rapidement aussi perdre
le suivi là, de notre marge brute, c'est que souvent, les coûts augmentent. Donc, nos fournisseurs nous envoient des factures et puis notre marge brute a été calculée en fonction d'un certain coût et les coûts continuent à augmenter, mais on ne s'en est pas rendu compte. Alors là, c'est vraiment important là, de la suivre régulièrement, de s'assurer que si vous avez une marge brute de 30 puis qu'elle soit tout le temps 30 puis que vous ajustiez les prix en lien avec ça. Alors, le coût des marchandises vendues, c'est pas toujours facile à calculer. Si vous vendez un produit, c'est simple. Mettons que je vends ce verre-là, je l'ai payé 6 je le vends 10, donc c'est quand même assez simple à calculer. Mais si je dois le fabriquer, par exemple, là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il ne faut pas que j'oublie aucune des dépenses que je dois encourir pour fabriquer cette tasse-là. Et là, c'est une tasse, c'est assez simple, mais quand c'est, par exemple, un produit qui a plusieurs parties, plusieurs sortes de matériel, par exemple, que vous utilisez, ça devient extrêmement difficile. Donc, moi, je vais vous dire, faites-vous aider. J'en ai vu plein de compagnies qui sont des entreprises en fabrication qui disent qu'ils font ça à peu près. Donc, ah oui, je pense que, puis que dans le fond, en fait, ils vendent certains produits à perte. Alors, je vous dis, faites-vous aider. C'est très difficile, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a peu de connaissances. Donc, c'est important de prendre le temps de le calculer de façon adéquate. Le troisième point que je vais vous noter avec ça, c'est de vous assurer que vous avez une proposition de valeur unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que l'offre que vous avez, est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle se démarque par rapport à votre compétition? Donc, si vous êtes dans un océan bleu, comme on appelle, où vous êtes tout seul, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de demander le prix. Peut-être pas que vous voulez, mais d'avoir moins de pression au niveau des prix par rapport à ce que vous offrez. Alors ça, c'est important. Donc, c'est vraiment assez important pour que je puisse vous poser la question, est-ce que vous connaissez bien votre proposition de valeur unique qui va vous permettre d'avoir moins de pression sur les prix que vous proposez, auxquels vous proposez vos produits et vos services. La deuxième action que je vous propose, c'est de prendre 2 ou 3 questions que vous avez ici, de les prendre en note, donc de prendre le temps de les lire, donc en différé, d'appuyer sur pause, puis de vous dire sur quoi vous allez mettre le plus possible l'emphase. Alors, ici, juste pour vous dire en gros là, les points qui sont importants peut-être à retenir, c'est que est-ce que vous connaissez le prix de vos services ou vos produits par rapport à la concurrence? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, d'acheter en gros en vous liant avec des gens ou peut-être en négociant pour baisser le coût des marchandises vendues? Puis, est-ce que aussi vous êtes capable ici de créer de la valeur sans que ça ne vous coûte rien ou à peu près? Ça aussi, c'est important, on n'y pense pas assez. Donc, ce sont toutes des questions que vous pourriez vous poser pour générer une meilleure marge. L'encaisse de départ insuffisante, et là, j'ai ajouté ici ou la gestion de fonds de roulement inadéquats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est que, bon, quand vous commencez une entreprise, c'est l'encaisse que vous avez là pour commencer. Donc, vous avez commencé, vous avez estimé des ventes. Malheureusement, vos ventes ne sont pas au rendez-vous parce que, bon, vous pensiez vendre beaucoup plus rapidement. Et là, vous vous rendez compte que ça prend plus de temps pour vendre ou tout simplement, vous n'avez pas pensé à certaines dépenses. Puis là, il y a d'autres dépenses qui vous sautent au nez, auxquelles vous devez pallier, ou qu'au contraire, vous avez été très généreuse, que vous avez dit là, j'ai de l'argent, on achète toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Puis éventuellement, bien, vous n'avez pas assez d'argent pour payer, par exemple, tous vos comptes courants, votre passif courant. Alors, ça, c'est pour le départ, mais après aussi, la gestion du fonds de roulement, aussi, est-ce qu'elle est adéquate? Donc, encore un autre terme qui est nouveau ici, un fonds de roulement. Alors, c'est quoi un fonds de roulement? Tout simplement, ici, là, c'est l'encaisse ou les autres actifs ici, donc, dont votre entreprise dispose ici, après avoir comptabilisé tout le passif courant. Donc, un ici, moins l'autre. Donc, c'est ça votre fonds de roulement. Pourquoi c'est important? Encore, je le répète, si vous n'avez pas d'argent pour payer vos salaires ou peu importe votre hypothèque, dans un cas hors COVID, à ce moment-là, ça peut mal aller ou si votre fournisseur ne veut plus vous livrer votre matière première parce que vous n'avez pas payé ces 3 dernières factures, ça peut être une grosse problématique. Ce qui m'amène aussi à vous expliquer un petit peu comment on calcule aussi le ratio de liquidité. Alors, pour celles là, qui vont devoir faire des demandes de financement, ça va être quelque chose que les banques vont regarder beaucoup.
Alors, c'est tout simplement l'actif courant ici, divisé par le passif courant. Puis, vous croisez les doigts. Il faudrait que ça soit positif parce que sinon, ce n'est pas à votre avantage. Je vous fais aussi une petite parenthèse aussi au niveau de ce fonds de roulement. Moi, je ne suis pas une très grande fan de ratios, en fait, de les apprendre par cœur. Donc, souvent, on dit actif courant divisé par, bon, il y a des gens qui sont très à l'aise en fait, ils ont quasiment appris par cœur tous les ratios, ils les connaissent sur le bout des doigts. Moi, ce que je vous dis, c'est comprenez à quoi ils servent. OK? Parce qu'ici, dans ce cas-ci, c'est un excellent exemple. Maintenant, durant la crise, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont dans les entreprises de détail, vous avez des stocks, hein, vous êtes fermés, vos stocks ne vous génèrent aucune liquidité. Vous êtes fermé pendant 1 an, vos stocks sont plus courants là. Parce qu'en fait, la différence en ce qui est court terme, normalement, si on parle d'une année. Donc, est-ce qu'on est capable de rendre liquide ou de transformer en argent comptant en 1 année? C'est pour ça que c'est dans le court terme. Et le contraire, qu'est-ce qu'on doit payer ou qu'est-ce qu'on devrait normalement payer d'ici 1 an? Donc, voyez-vous, alors, la définition a complètement changé. La même chose pour vos comptes clients. OK? Alors, vous avez des comptes à recevoir. Alors, vous allez voir, ça risque d'être très, très difficile à les percevoir, ces comptes clients-là maintenant. Il y en a peut-être que vous allez même juste voir l'année prochaine, que vous allez être capable de voir la couleur de cet argent-là, pas demain matin, mais dans plusieurs mois même. Même chose pour vos comptes fournisseurs. Voyez-vous, donc avant, ici, on avait la portion à court terme là, de la dette à long terme. Alors maintenant, est-ce qu'elle est vraiment courante? Peut-être que vous ne la payerez pas non plus. Donc, toute la notion des ratios a changé. Donc, il faut faire attention. On peut penser avoir des liquidités. Donc, vous pourriez avoir ici de l'encaisse 2 $, mais beaucoup de stock, puis avoir un ratio très, très positif, puis être dans une difficulté quand même parce que maintenant, le ratio, la façon de voir les choses a changé. Donc, toujours important de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc, dans l'encaisse de départ, OK, ou le fonds de roulement, la gestion d'un fonds de roulement, je suis désolée, il manque un S ici. Pensez à la relance. Donc l'encaisse de départ d'une entreprise ou l'encaisse que vous allez avoir au départ à la relance après la COVID, elle va être vraiment importante. C'est ce qui va faire que vous allez être capable de payer toutes vos dépenses pour vous mettre, vous suivre des règlements au niveau des prérequis sanitaires, etc., que vous allez repayer les salaires. Donc, la relance va avoir un coût, donc assurez-vous d'avoir assez d'argent pour ça. Cash is king, on dit and will be, donc ça ne changera pas, ça va être davantage important, donc tout va se faire, beaucoup de négociations vont se faire en lien avec notre capacité à payer rapidement. Donc, prudence, 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 tout de suite, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez repousser, qu'est-ce que vous pouvez payer plus tard. Pensez-y, repensez-y. Moi, je le vois beaucoup, là. Les entrepreneurs me disent « Ah, ben je vais quand même payer telle ou telle chose. » Mais moi, j'ai envie de leur dire, qui d'entre nous ici, là, sait quand est-ce que on va pouvoir revenir à nos occupations normales? Donc oui, on réouvre présentement, mais qui nous dit qu'il n'y aura pas une deuxième vague? Qui nous dit que le COVID, il ne va pas muter puis que dans l'année prochaine, on va être dans la même situation? On ne sait pas. Donc, prudence, prudence et prudence. Et je le répète encore, soyez prudents, soyez créatifs aussi, donc dans la façon dont vous allez pouvoir générer plus de liquidité. Et je recommence encore à vous le dire, je vous l'ai dit, j'allais vous tanner avec ça. Tout se négocie. Donc, encore une autre fois, on va voir un petit peu les questions là, auxquelles vous devez répondre en premier, qui vont être plus importantes pour vous à la diapositive qui suit. Mais j'ai envie de vous répondre que vous soyez en début d'entreprise ou que vous soyez que votre entreprise reprenne ses activités après le COVID, évaluez vos besoins en liquidité puis augmentez-le. Parce que je peux vous dire par expérience, on oublie toujours des dépenses puis on ne pense jamais assez évidemment, à des surprises. Hein. Ça le dit, une surprise, c'est parce qu'on n'y a pas pensé. Alors, l'enquête de départ insuffisante, écoutez, j'ai envie de vous parler là, principalement là, de tout ce qui est vos comptes à recevoir. Les comptes à recevoir, vous allez voir, ils vont être peut-être de plus en plus difficiles à percevoir. Donc, vous allez devoir prévoir un délai avant de pouvoir percevoir ce compte à recevoir-là. Avant la COVID, lorsque j'aidais les entrepreneurs au niveau de la gestion du cash flow, je peux vous dire que la première chose que je regarde sur les états financiers, ou à peu près, là, après avoir regardé l'enquête où est-ce qu'elle est rendue, c'est la hauteur des comptes à recevoir.
Alors, je peux vous dire que 9 fois sur 10, il y a une problématique avec les comptes à recevoir. Donc, on a généré des ventes, puis après ça, on a oublié de percevoir cet argent-là parce qu'on est souvent gêné. Moi, j'ai le goût de vous dire deux choses. Donc, si vous êtes gêné pour percevoir vos comptes à recevoir, dites-vous que si vous ne respectez pas la valeur du travail que vous faites, okay, donc que vous avez effectué, bien, demandez-vous qui va le faire. Donc, c'est important de ne pas percevoir un compte à recevoir parce qu'on a peur de demander l'argent pour les services ou les produits vendus. C'est comme se dire qu'on ne respecte pas la valeur de notre travail. Donc, c'est important de comprendre ça. Et puis, moi, j'ai le goût de vous dire que prenez le téléphone, arrêtez d'envoyer 50 courriels si vous n'avez pas de retour à cet effet-là. Et puis, pensez pas, réfléchissez. Ah ouais, qu'est-ce que... Ouais, s'il dit ça, je vais dire quand même. Ouais, peut-être que... Puis là, on se pose plein de questions. On est dans notre tête, le petit hamster tourne, puis on finit par pas appeler. Et ne réfléchissez pas. Ce que j'ai envie de vous dire pour percevoir vos comptes à recevoir, soyez vrai, soyez humain, mais soyez ferme. OK? Alors, peut-être que ces temps-ci, vous allez devoir dire, bien, on va s'entendre pour percevoir 50 cents dans le dollar parce que les situations sont difficiles. Donc, apprenez à connaître vos clients pour connaître leur capacité à vous payer à court, moyen, long terme. Le ratio d'endettement maintenant, qui est une autre grosse bébête, un gros mot qui veut dire pas grand-chose, mais quand on le comprend très, très bien. Avant d'y aller dans les détails, je vais peut-être juste vous faire comprendre un petit peu là, la différence ici entre c'est quoi un passif et c'est quoi un capital. Quels sont les capitaux propres, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, il y a ici un autre synonyme qu'on voit surtout plus dans les ratios financiers, je vous dirais. On parle vraiment d'équité. Alors, peut-être que ça peut vous aider de comprendre ça comme ça. L'autre façon, l'autre image que j'aime bien, c'est de faire vraiment une métaphore ou le parallèle à quand on achète une maison. Alors, ça, c'est quand même assez commun. Les gens savent quand même bien comment gérer bien comprendre ça, même si vous n'avez jamais acheté une maison. Donc, la maison, c'est votre actif. Okay? Ça vous appartient. Oh. Là, est-ce que ça vous appartient vraiment? Non, il y a une partie ici qui est quand même due à la banque. Okay? Donc, un 60, à l'achat, c'est souvent 80% là, de la valeur de la maison qui est due à la banque. Puis le reste, ben, ça nous appartient. Fait que c'est un petit peu ça aussi le parallèle qu'on peut faire pour une entreprise. Donc, pour prendre un exemple ici, donc si nos actifs totalisent 500 000, donc on l'a dit tantôt, la somme de l'actif doit être égale à la somme des passifs plus les capitaux propres, et que donc l'entreprise ici vaut, on va dire 500 000, on pourrait dire ça comme ça. En fait, non, la valeur des actifs est de 500 000, puis qu'on doit 400 000 à différents fournisseurs ou créditeurs, puis que nos capitaux propres sont de 100 000. Alors, le ratio d'endettement, c'est assez facile, c'est la dette, donc ici, le passif en tout, divisé par l'équité ou les capitaux propres. Donc, très facile à calculer, 400 divisé par 100, donc notre ratio d'endettement est de 4. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Bien, ça veut dire que l'entreprise, ici, m'appartient à 1/5 de sa valeur. 1/5 m'appartient, 4/5 appartient à la banque. On pourrait le voir comme ça aussi. Donc, est-ce que c'est bon, 4? Là, je vais vous inviter à réfléchir toujours. J'ai toujours ces questions-là. Ah, moi, madame, mon ratio de X, Y, Z est de temps. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Moi, je vais vous le dire, c'est comme si votre fille ou votre garçon, pour ceux qui ont des enfants, vient de l'école et vous dire « Papa ou maman, j'ai eu 60%. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? » Ça dépend. Ça dépend de où vous êtes parti, ça dépend de vos attentes, ça dépend de la moyenne, ça dépend de plein de choses. Fait que il n'y a rien de statique, tout est relatif. Donc, l'important encore, je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre vos ratios. Alors, ça peut être excellent qu'on ait ici vraiment un ratio élevé parce que l'endettement peut être payant dans certains cas. Donc, si, par exemple, votre coût d'emprunt ici est moins élevé que ce que génère, en fait, le profit, le pourcentage en profit que génère ou le retour sur votre investissement génère, bien à ce moment-là, vous êtes en avantage. Mais ça peut être aussi mauvais parce que ici, vous avez de lourdes dettes à payer. Donc, au niveau de votre cash flow, ça peut être quelque chose de très contraignant. Et aujourd'hui, avec la COVID, si vous avez beaucoup de dettes, bien, ça va être plus difficile, ça va être plus lourd sur vos liquidités. Donc, voyez-vous, ça dépend un petit peu dans quelle situation on est.
Il n'y a pas rien de mauvais ou de bon. Ce qui m'amène à vous penser que ça dépend vraiment de votre situation au niveau de la façon dont vous avez évalué votre tolérance au risque. Alors, vous avez des questions ici à vous poser aussi en lien avec ça. L'important, c'est de bien connaître la valeur de votre actif net, que vous soyez capable, en gros, de dire, de dire à quelqu'un, mais écoutez, moi, mon actif est à peu près tant. Là-dessus, mon passif, c'est tant, puis mes équités sont tant. Donc, on n'est pas à la scène près, mais ayez une idée globale de votre entreprise comme ça. Petite parenthèse comme ça, si jamais vous avez une marge brute inappropriée et un ratio d'endettement inadéquat, je pense que le bonhomme dit tout. C'est vraiment important que je passe 30 secondes là-dessus. Ça va prendre un plan de sauvetage. Moi, je vois beaucoup des gens qui sont vraiment très, très mal structurés au niveau de leur marge brute, leur ratio d'endettement, puis qui là, ils courent à faire des ventes, puis là, ils s'essoufflent. Ça va prendre un plan de sauvetage, puis à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à notre santé parce que vous faites des ventes, pas de marge brute, puis votre ratio d'endettement est inadéquat, vous tournez en rond. Donc, faites-vous aider à ce moment-là si vous pensez être dans cette situation-là. Surestimation des ventes, bien évidemment, quand on fait un budget de caisse, c'est normal qu'on est entrepreneur, on est optimiste, on pense vendre. Je pense que ça fait partie un petit peu de la vie, le contraire, ça ne serait pas normal. Par contre, il faut faire attention parce que ça peut vous mettre dans une situation difficile où vous avez contracté des ententes en lien avec des fournisseurs puis que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir vendre adéquatement. Alors, l'hypothèse, quand vous faites des hypothèses, j'ai marqué écouter les autres, puis non, finalement, vous allez vous dire, mais où c'est qu'elle s'en va avec ça? Bien, écoutez les autres, oui, donc faites des hypothèses basées sur peut-être une analyse de marché basée par rapport à quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience que vous. Mais en même temps, moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit plein de choses lorsque j'ai parti de mes entreprises, même des gens qui avaient quand même de l'expérience, puis finalement, ça s'est avéré faux. Alors, il faut aussi avoir des fois, il faut être effronté en affaires, puis se dire, oui, moi, je sais, j'ai confiance en moi, puis ça va marcher. Donc, vraiment, un peu, là, je vous dirais, là, de faire attention un petit peu aux deux. Pensez des ventes 3P. Ça veut dire quoi des ventes 3P? Bien, est-ce que vos ventes sont payantes? Est-ce qu'elles vont être payées? Puis est-ce qu'elles sont plaisantes? Alors, payantes, bien, on a compris, ça revient à la marge brute. Payées, on a compris aussi, on vend, mais on n'a pas d'argent, on n'est pas mieux arrivé. Puis plaisante aussi, très, très important, parce que si vous vendez si vous avez des clients avec qui ça ne va pas très, très bien, bien, c'est bien fort possible que, cette personne-là va vous faire de la mauvaise réputation. Mais aussi, l'autre problématique avec ça, c'est que ça va être lourd pour vous. Vous n'allez plus être dans le plaisir de la vente. Donc, la roue de la croissance, le petit lien que je voulais faire avec ça, c'est que ça dépend où est-ce que vous en êtes dans la roue de la croissance. Donc, à l'école, on a une façon, en fait, de vous aider à passer à travers plusieurs étapes, là, selon le cadran dans lequel vous vous situez. Donc, si vous avez la chance de vous faire accompagner par un conseiller à l'école, parlez-en et vous allez voir que votre stratégie de vente va être différente selon le cadran dans lequel vous vous situez. Avant de parler ici de la valeur non monétaire de votre travail actuel, vous allez voir 3 autres questions encore dans la diapo qui suit. Et l'autre point aussi que je voulais vous parler en lien avec la COVID, que je vois beaucoup, c'est que les gens ont beaucoup tendance à pivoter maintenant, à se dire « mes activités sont arrêtées, qu'est-ce que je peux faire d'autre? » Bien, toujours en lien avec vos ventes, assurez-vous de sécuriser vos activités principales. Parce que si vous allez arriver après la réouverture, puis votre compétiteur c'est bien implanté et à sécuriser ses activités, puis que vous avez été à gauche, à droite pour essayer de faire quelques ventes qui ne sont pas nécessairement dans votre activité principale, bien à ce moment-là, vous faites dans une situation difficile pour le retour. Donc, toujours sécuriser vos activités principales avant de pivoter. Et un petit clin d'œil ici, la valeur non monétaire à notre travail actuel. Donc, beaucoup d'entre vous, vous gardez contact avec vos clients, vous faites le ménage de vos états financiers, vous mettez en place des procédures, etc., etc. Donc, ça a une valeur monétaire. C'est sûr que ce n'est pas une vente, mais pensez qu'éventuellement, ça devrait vous aider à générer d'autres ventes. Donc, ça peut être juste un peu motivateur de ce côté. Donc, surestimation des ventes. Donc, je reviens un petit peu aussi à l'importance ici de faire des ventes stables, donc dans le fond, c'est pas comme ça, sur lesquelles vous perdez complètement le contact. Et surtout, générer des ventes récurrentes. Connaissez aussi votre seuil de rentabilité, etc., etc.
Alors, ici, un petit clin d'œil aussi sur la politique de paiement à prévoir. On va voir aussi au retour des activités. Les gens vont avoir des liquidités, une situation difficile au niveau de leur liquidité. Alors, évidemment, il va falloir peut-être revoir votre politique de paiement. Je vous laisse lire ça parce que je vois que le temps file et qu'on a encore 2-3 minutes là, pour finir nos diapos avant de passer peut-être rapidement à un exemple concret. Donc, surestimation des ventes, bien, ça vient souvent avec la sous-estimation des dépenses. Là, vous devez vous demander pourquoi je marque m'associer adéquatement. Je ne parle pas nécessairement de s'associer avec un associé là, au niveau de l'entreprise, au niveau de la part de l'entreprise, mais de regarder avec qui sont vos fournisseurs. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir des liens intéressants avec vos fournisseurs parce que si vous ne les connaissez pas, si vous n'êtes pas proche d'eux, ça va être plus facile de sous-estimer les dépenses. Et ici, 2 petits points sur lesquels j'aimerais vous faire réfléchir. J'ai marqué louer ou acheter, beaucoup en lien avec un local. Donc, les gens, quand ils partent en entreprise, ils se disent, est-ce que moi, je dois acheter le local dans lequel je vais être? Est-ce que je vais le louer? C'est vraiment, ce sont 2 grosses dépenses, donc l'hypothèque ou alors le prix de location et les salaires. Donc, c'est vraiment là-dessus que vous devez vous pencher le plus longtemps possible parce que c'est vraiment ça, les grosses dépenses. Il y a un nerf de la guerre, je dirais, pour la plupart des entreprises, pas toutes, mais la plupart. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer le pour et le contre. Quand on est en location, bien, à ce moment-là, on paye sans avoir rien à la fin. Par contre, on n'a pas de contraintes du tout, on est libre et c'est souvent moins cher à long terme, du moins, ou à moyen terme. Acheter, bien, ça permet peut-être d'avoir une flexibilité quand on a des problématiques comme maintenant où on fait juste tout simplement repousser l'hypothèque où on n'a pas de contraintes. Donc, il y a plusieurs facettes, plusieurs choses que vous devez regarder là-dessus. Après, le dernier point dont j'aimerais vous parler ici, ce sont des idées parce que ce que je me suis rendu compte aussi en parlant avec des entrepreneurs, c'est que souvent, il y a des gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour baisser leurs dépenses en général. Puis maintenant, au niveau de la COVID, encore des entrepreneurs, après 6 semaines là, de confinement, payent beaucoup de leurs dépenses alors qu'ils sont dans des situations très difficiles au niveau de leur liquidité. Ce qui va les amener encore, comme je répète, à repartir après la crise dans une situation très, très difficile pour l'essentiel, donc peut-être pour acheter leur matière première ou pour payer leur salaire, donc ça va, ou pour se mettre, suivre les directives du gouvernement en termes d'avoir les installations sanitaires demandées. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis des petits mots comme ça ici pour vous inviter ici vraiment à les lire parce que peut-être qu'en utilisant un verbe différent, ça va vous amener à une idée sur la façon dont vous pourriez à la fin finalement diminuer ou surtout complètement couper vos dépenses. Un petit clin d'œil en même temps tout de suite aussi. Il y a une différence entre reporter et réduire. Donc, reporter, c'est de l'argent que vous allez devoir payer éventuellement. Réduire, bien, vous l'avez éliminé. Donc, c'est important de pouvoir réduire que de reporter. Reporter, donc, c'est comme si on repousse le mal plus tard. Alors, donc, peut-être que vous allez minimiser, peut-être que vous allez réajuster, peut-être que vous allez vous réinventer, pardon. Peut-être que vous allez simplifier, peut-être que vous allez partager, vous allez penser peut-être partager des locaux avec une autre entreprise qui va être un peu comme la vôtre. Peut-être que vous allez optimiser ou vous allez négocier une entente ou à la fin, mais si vous n'êtes pas capable de faire aucun de ces actions-là, bien, petit clin d'œil ici pour vous encourager à acheter localement au lieu d'acheter à l'extérieur pour faire tourner la business vraiment localement. Alors, les actions proposées, encore tout le temps la même chose. Notez 3 questions que vous examinerez peut-être dans les prochains jours, donc sur la diapositive suivante. Puis, encore un rappel ici de très prudent en lien avec la COVID toujours, donc peut-être pas dans vos activités normales au retour, mais vraiment présentement, pensez vraiment, est-ce que vous devez vraiment débourser? Devez-vous vraiment payer? J'ai eu plusieurs minutes de discussion, puis on revient tout le temps là-dessus. Il faut faire attention de garder vos liquidités. Même si vous avez l'argent pour payer, peut-être que vous la mettez de côté pour payer plus tard, mais au moins, allez là si vous en avez besoin pour d'autres urgences. Okay? Alors, sous-estimation des dépenses.
Encore un petit clin d'œil ici là, sur la façon dont on pourrait s'assurer qu'on a limité toutes les dépenses, les petites ou les grosses. C'est tout simplement de prendre vos états financiers, puis d'y aller poste par poste, puis regarder, voir qu'est-ce que vous pouvez repousser là-dedans, parce qu'il y a des dépenses périodiques, il y en a qui sont ponctuelles, il y a peut-être des dépenses qui sont annuelles que vous n'avez pas pensé, comme un renouvellement d'abonnement qui va être à échéance bientôt, que vous allez peut-être abandonner parce que vous n'en avez pas besoin à court terme, etc., etc., etc. Et un autre point vraiment important, de faire attention aux dépenses qui peuvent mettre en péril votre entreprise. Donc, par exemple, toutes les dépenses qui s'assurent de votre cybersécurité ou de la part de vos employés clés. Alors, ça va être important aussi. Dernière diapo en lien avec les principales raisons pour lesquelles on manque de liquidité. C'est un petit peu l'incompétence, ou j'aime pas le mot incompétent, c'est juste que je cherchais un mot qui commençait par I, mais plus le manque d'expérience en gestion. Alors là-dessus, je vais vous inviter à vous faire accompagner, à vous former, à sortir, à vous impliquer dans des communautés, dans des associations, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Tout seul chez vous, c'est pas nécessairement facile, c'est en discutant, en parlant avec des pairs, on génère des idées, qu'on voit qu'est-ce qu'ils font, qu'on se met au bout du jour, qu'on est vraiment agile dans la façon dont on gère notre entreprise. Planifier, évidemment, on doit valider nos stratégies. Souvent, on ne planifie pas assez bien et on se précipite dans nos opérations. Alors, dans vos prévisions, assurez-vous d'en avoir des optimistes, d'en avoir aussi des plus optimistes, évidemment, des comparables avec l'externe, de comprendre vos prévisions, d'avoir des prévisions à court terme, à moyen terme, à long terme, d'analyser vos variations importantes. Donc, vous avez planifié des salaires qui correspondent peut-être à 20 de vos ventes. Finalement, ils sont à 25. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire de façon plus efficace? Donc, suivre les bons KPI, les bons ratios de performance, donc les Key Performance Indicators en anglais. Encore là, les comprendre, savoir pourquoi vous les suivez, puis vous assurer que la source est bonne. Ça aussi, souvent, on voit les gens font des calculs, puis leur source est erronée. Alors, ça vous donne des mauvais résultats. La COVID, bien, écoutez, les choses vont changer dans le futur, donc il va falloir s'ajuster. Puis pas non plus parce que vous allez devoir encore et encore suivre votre budget de caisse. Donc, il y a quand même des choses qui vont être importantes. La liquidité va être encore importante, etc., etc. Et puis, donc, dans le fond, je reviens encore avec cette notion de constance dans le suivi. Donc, de suivre ces ratios-là, de suivre votre budget de caisse, pas juste une fois dans l'année, mais de façon plus régulière. J'ai ici un petit clin d'œil encore sur est-ce que vous êtes bien entouré. Donc, on revient un petit peu avec l'idée de tout à l'heure de vous assurer là, que les gens qui vous supportent, donc votre comptable, toutes ces personnes-là vous entourent de façon adéquate. Là, on voit souvent les entrepreneurs qui sont en difficulté financière, souvent ils sont très mal entourés. Ou pas du tout entourés, en fait, ils sont tout seuls. On aime ça faire les choses tout seul, mais des fois, il faut bien s'entourer. Alors, peut-être que j'aimerais ça savoir, je ne sais pas si Stéphanie, tu es encore en train de m'écouter et de me dire combien de temps j'ai pour faire un petit... Oui, yes. Combien de temps j'ai pour peut-être survoler, je sais qu'on a commencé un peu en retard, là, pour survoler un petit peu un exemple concret là, sur un chiffrier Excel. 5 minutes? Oui, peut-être un petit 5 minutes. Puis entre-temps, mesdames, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Comme ça, on va pouvoir y répondre dès que Nathalie va avoir terminé de survoler ça. Aussi, vous avez vendredi un webinaire sur Prévisio, qui est l'outil gratuit mis en ligne par l'école. Qui est aussi un chiffrier comme celui-là. Vous allez revoir comment on fait pour les budgets de caisse. Donc, Nathalie va pouvoir nous faire un petit survol, puis on va pouvoir le revoir vendredi, que vous soyez là, comme d'habitude, en direct ou en différé. Je te laisse la parole. Super. Alors, un petit bémol là, sur les chiffriers Excel, puis je pense que Stéphanie l'a dit, là, il y a beaucoup d'avantages de faire des chiffriers Excel quand on connaît bien Excel, mais il y a beaucoup de désavantages, c'est-à-dire que c'est très, très, très facile d'oublier d'additionner une colonne, puis ça change complètement vos chiffres.
Pourquoi je vous présente ça sur Excel aujourd'hui? C'est tout simplement pour vous montrer un petit peu comment vous y prendre là, avec la COVID. Là, j'ai beaucoup ces questions-là. Les gens, souvent, ont un budget de caisse. Là, voyez-vous, je l'ai ramené, là, sont plus petits, donc on peut ouvrir là, toutes les lignes et les colonnes un peu plus grandes. L'idée, c'est que je voulais vous montrer comment on peut... qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, pour analyser les différents scénarios qui font face à nous, comment on fait pour voir à court, moyen terme. Donc, techniquement, là, c'est bien beau en théorie, là, mais comment je fais ça en pratique? Fait que vous commencez par vraiment prendre un budget de caisse ici que vous auriez monté dans une situation normale avec des vrais chiffres. Donc, peut-être que si la COVID n'avait pas lui, ce serait pas mal... votre entreprise ressemblerait pas mal à ce que vous avez ici, par exemple. Donc, avec des ventes, évidemment, des dépenses. Puis, bon, un cash flow aussi un petit peu plus difficile parce que vous êtes peut-être, vos ventes se font beaucoup plus dans le mois de décembre, exemple. Et puis, bon, une recrudescence des ventes ici parce que ça va beaucoup mieux en début février selon vos prévisions. Et admettons ici un petit investissement que vous voulez faire pour acheter, je ne sais pas, un équipement particulier qui vous coûte 7 000. Donc, vous avez prévu tout ça. Alors, ça, c'est la première phase quand vous voulez prévoir pour le futur. Donc, cette partie-là, elle est relativement simple. Vous commencez avec vos états financiers, puis vous enregistrez ici vos encaissements et vos déboursés. Maintenant que vous avez fait ça, bien, à ce moment-là, comment ça peut se traduire maintenant qu'on est dans une situation un peu différente? Donc, là, je vous donne un exemple. Donc, c'est vraiment juste pour illustrer quelles sont les capacités, quels sont les questionnements ou les questions que vous devez vous poser pour vraiment penser à faire un budget de caisse approprié. Alors, à court terme, peut-être pour le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, pour les prochains mois, ou même juste pour le mois de mai, juin, ça serait peut-être votre portion à court terme. Comment vont se porter vos opérations? Ici, dans l'exemple que j'ai pris un exemple où l'entreprise pense reprendre ses activités seulement au mois d'octobre. Alors, on pourrait penser à une entreprise qui est dans le, je sais pas, qui génère des ventes en lien avec l'industrie de l'événementiel, par exemple. Donc, cette entreprise-là, elle n'a plus aucune vente, évidemment. Et elle a vraiment baissé toutes ses dépenses. Elle s'est gardée peut-être quelques frais financiers. Elle a peut-être des intérêts sur l'hypothèque qu'elle garde, qu'elle paye. Okay? Alors, donc, ça, c'est vraiment votre vision à court terme. Donc, voyez-vous, l'effet sur le cash flow est assez rapide. Hein? Donc, déjà, après 4-5 mois, on n'a plus aucune dépense ou à peu près. Mais on est quand même presque 3 000 $ sur notre marge de crédit, par exemple. Okay? Là, maintenant, à moyen terme, vous allez faire la même chose. Vous allez vous dire, bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe si je retourne au début à 30% de mes activités et j'inclus ici 10 000 $ par exemple, de coûts de relance. Alors, voyez-vous, je suis à la fin de l'année, donc un an plus tard, encore vraiment financièrement dans de grandes difficultés où j'ai besoin de générer des liquidités de 42 000. Évidemment, on pourrait dire que ça, c'est peut-être un scénario pessimiste. Puis là, vous pourriez dire, bien, peut-être que finalement, 50%, c'est peut-être plus juste. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? Donc, voyez-vous, je change le chiffre ici. Puis tout de suite, ça me donne l'effet à la fin donc, du mois d'avril. Puis, je vous invite à le faire évidemment aussi pour beaucoup plus loin, donc sur 2 ou 3 ans. Donc, finalement, l'effet est beaucoup moins grave. Donc, je me retrouverai dans un an en situation où je dois 31 000. Et ici aussi, donc, je vous ai mis en fait un autre calcul que vous pourriez faire. Donc, peut-être qu'au début, vos activités vont être de 50%. Et puis, par la suite, elles vont augmenter de 15% ou de 5% ou selon. Donc, voyez-vous, en changeant les chiffres, comment ça peut toujours avoir un effet sur vos liquidités. Puis là, bien, à ce moment-là, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, il ne faut pas oublier ici de calculer aussi toute la somme de vos déboursés ou vos paiements que vous avez reportés. Donc, dans ce cas-ci, on parlerait par exemple de 25 000. Donc, on a vraiment réduit nos salaires, mais le 25 000, ça pourrait être par exemple un loyer. Un loyer que vous avez été obligé de reporter pour vraiment prendre soin de vos liquidités. Donc, elle aussi est à payer. Donc, en plus du 35 000 que va générer la situation dans laquelle la crise va me mettre, bien, je dois quand même payer ce 25 000 $. Donc, dans le fond, j'ai besoin de 35 000 plus 25 000. Et puis, un dernier petit clin d'œil, bien, ici, vous pouvez mettre peut-être en fait vos prêts que vous êtes allés chercher. Donc, vous avez été chanceuse et vous avez été en mesure d'aller chercher un prêt de 40 000. Bien, encore là, on peut voir que le 40 000,
nous permet dans un an d'être dans une situation quand même très acceptable, toujours en gardant cet investissement de 7 000 sur lequel vous pourriez jouer aussi. Par contre, on n'a toujours pas payé notre 25 000. Donc, on sait que ce montant-là va être dû aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut le faire à court, à moyen et à long terme. C'est un petit peu un exemple que je voulais vous prendre, là, pratico-pratique, pour voir comment vous pourriez faire un budget de case. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai envie de, si vous voulez, je peux retourner peut-être à certaines diapositives si vous avez des questions particulières sur un thème ou pas. Sinon, Stéphanie, si tu as des questions de ton côté aussi, je ne vois pas. Merci encore tout le monde. Bonne journée. Bye. Au revoir.